close. Voici le dernier moment de Diane Keaton. Quelques jours avant sa disparition, elle avait demandé qu'on laisse ses volets ouverts pour que la lumière du matin puisse encore entrer. Elle ne voulait ni traitement intrusif, ni présence imposée. Seulement le silence, la douceur et un dernier regard sur les ombres qui glissent lentement sur les murs de sa maison. Quand la nouvelle est tombée, le monde a retenu son souffle. Pas seulement parce qu'elle était l'âme d'un cinéma libre, mais parce que personne n'avait imaginé que son départ était si proche. Son sourire, son humour, sa voix, tout semblait encore vivant. Et pourtant, depuis plusieurs mois, Diane Keaton savait. Elle savait que son corps faiblissait et elle avait décidé de ne rien dire. Ce n'était pas un secret au sens traditionnel du terme, plutôt une vérité tue avec élégance. Elle n'avait rien dit à la presse, presque rien à ses amis. Même ses enfants, Dexter et Duke, n'avaient compris que tardivement l'ampleur du déclin. Son choix n'était pas un refus de soins, mais une forme de respect pour sa propre image. Elle ne voulait pas qu'on la voie diminuer. Elle, l'icône de l'assurance discrète, ne supportait pas l'idée de devenir une figure de fragilité publique. Alors elle s'est organisée, comme pour un rôle, comme pour un dernier plan parfaitement composé. Les soins étaient limités, la maison rangée, les souvenirs triés. Et au cœur de tout cela, un calme étrange, presque désarmant. Mais ce que personne n'attendait, c'est ce qu'on a découvert après. Des carnets, des lettres, des décisions laissées sur papier, comme s'il avait voulu scénariser sa propre disparition. Le plus bouleversant, elle avait même prévu la musique de son dernier matin, Wild is the Wind, de Nina Simone, posée sur la platine. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur d'une enveloppe cachetée retrouvée par sa fille dans la bibliothèque, on a trouvé un mot. Quelques lignes, rédigées à l'encre bleue, dans son écriture si reconnaissable. Elle y écrivait « J'ai toujours eu peur que la lumière s'éteigne d'un coup. Maintenant, je sais que même l'ombre peut être belle. » Ce message, à la fois poétique et déchirant, révèle une Diane Keaton que peu de gens connaissaient. Car derrière l'image légendaire d'Annie Hall, il y avait une femme habitée par le doute, la solitude et une profonde sensibilité au monde qui l'entourait. Une femme qui, tout au long de sa vie, avait refusé de se conformer. Pas de mariage, pas de compromission, pas de larmes en public. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'elle a aussi refusé la maladie comme spectacle. Elle a préféré l'intimité au drame, la disparition maîtrisée au chaos émotionnel. Et cette volonté tranquille de partir à sa manière transforme son histoire en énigme. Car plus on apprend ce qu'elle a préparé, plus on comprend combien elle a souffert en silence. Pas de plainte, pas de cris, juste une lente acceptation. Et un besoin vital de beauté, même dans l'ultime retrait. Alors que le monde s'apprêtait à lui rendre hommage, un autre visage de Diane Keaton est émergé. Celui d'une femme profondément humaine, vulnérable, mais digne jusqu'à la dernière seconde. Le visage secret d'Annie Hall, c'est peut-être celui-là. Celui qu'elle n'a jamais montré à l'écran, mais qu'elle a laissé entre les lignes de ses mots, dans le creux de ses silences, dans la lumière dorée d'un matin d'octobre. Dans les prochaines minutes, nous allons remonter ce fil invisible, celui d'une fin douce, mais pleinement consciente. Un départ sans bruit, mais lourd de sens. Et peut-être la plus belle des leçons qu'elle nous a laissées. Celle de choisir son dernier instant comme on choisit une réplique. La bonne, la dernière, la vraie. Avant d'être une absence, Diane Keaton a été une révolution. Une révolution douce, ironique, excentrique, menée sans slogan, sans scandale, mais avec une persévérance admirable. Dans les années 70, alors que les héroïnes du cinéma se divisaient encore entre la vampe fatale et la muse docile, elle est apparue comme une anomalie radieuse. Haute silhouette, voix tremblée, regard fuyant et pantalon d'homme. Dès son apparition dans Play It Again Sam, elle bouscule tout. Et quelques années plus tard, Annie Hall fait d'elle bien plus qu'une actrice, une figure culturelle, un archétype inversé, une manière d'être femme sans concession. Ce n'est pas seulement son interprétation qui marque, c'est tout ce qu'elle incarne. La liberté vestimentaire, l'intelligence vile, l'émotion décalée. Avec Annie Hall, elle remporte l'Oscar, mais surtout elle impose un style. Son prénom devient un adjectif. On parle d'une allure keatonienne, d'une présence qui combine fragilité et aplomb. Elle ne joue pas la star, elle habite l'écran.
et autour d'elle, un vide se crée. Celui qu'elle laisse en refusant de jouer le jeu des apparences. Elle refuse les interviews trop formatées, se méfie des magazines, fuit les papys rouges. À l'époque, on la juge insaisissable. Avec le recul, on comprend qu'elle posait déjà les bases d'une trajectoire à part. Elle ne voulait pas plaire, elle voulait être fidèle. À elle-même, à ce mélange étrange de lumière et de réserve. Tout au long de sa carrière, Diane Keaton a alterné les grands rôles et les retraits volontaires. Elle enchaîne les succès. Reds, Baby Boom, Father of the Bride, Marvin's Room, The First Wives Club, Something's Gotta Give. Mais entre chaque film, elle disparaît. Elle voyage, elle photographie, elle écrit. Elle adopte seule 2 enfants à plus de 50 ans. Elle achète des maisons qu'elle restaure comme des œuvres d'art. Elle documente sa passion pour l'architecture dans The House That Pinterest Built, un projet devenu culte, où elle mélange goût du détail, obsession de la lumière et sens presque sacré du vide. Car pour Diane Keaton, l'espace est aussi un langage, une manière de respirer, de se tenir à distance. Cette distance n'a jamais été froide. Elle était choisie, dosée. Ceux qui l'ont côtoyée parlent d'une femme drôle, curieuse, parfois insaisissable, mais toujours généreuse dans ses silences. Elle écrivait beaucoup, des carnets, des lettres, des journaux intimes, mais peu de confidences publiques. Elle préférait laisser parler ses choix, ne pas se marier, ne pas chercher à plaire au studio, ne pas céder à la pression de l'éternelle jeunesse. Elle vieillissait à vue, sans s'en excuser. Et ce courage-là dans une industrie cruelle a marqué toute une génération. Keaton n'a jamais voulu être une légende. Elle voulait seulement qu'on ne la force pas à devenir ce qu'elle n'était pas. À partir des années 2010, Diane Keaton commence à ralentir. Elle tourne encore, bien sûr. Book Club, Love the Coopers, des comédies douces où elle continue d'incarner des femmes libres, pleines de contradictions. Mais quelque chose change. Moins de promotions, moins de sorties. Elle reste chez elle dans ses maisons baignées de lumière. Elle photographie les arbres, les angles, les ombres. Elle parle de solitude avec humour. « Je suis seule, mais jamais ennuyée », disait-elle. Et c'est peut-être là que s'est dessinée discrètement la trame de sa fin. Elle avait trouvé un équilibre, un endroit à elle, un rythme, une façon de se retirer sans disparaître. Un avant-goût de l'adieu qu'elle nous préparerait plus tard, sans mots, mais avec une beauté radicale. Pendant des années, Diane Keaton a semblé défier le temps. Son visage s'était creusé, mais son sourire restait le même. Elle riait encore dans les interviews, lançait des anecdotes absurdes, portait toujours ses chapeaux comme des armures de soie. Et pourtant, quelque chose avait commencé à changer, lentement, presque imperceptiblement. D'abord, elle décline une invitation à un gala pour le cinéma indépendant en arguant qu'elle préfère rester chez elle. Puis, elle annule une apparition prévue à un talk-show, sans explication. Peu à peu, les demandes se heurtent à un mur invisible. Les studios, les journalistes, les collègues, tous finissent par comprendre que quelque chose se ferme, se replie. Mais personne n'ose poser la question. Ce repli ne s'accompagne d'aucune annonce, aucune déclaration sur la santé, aucun communiqué alarmant. Diane Keaton reste fidèle à elle-même. Elle se protège en se taisant. Selon plusieurs proches, elle commence à souffrir d'essoufflement, une fatigue diffuse, persistante, qui l'oblige à réduire ses déplacements. Elle continue de marcher dans son jardin, de photographier les murs de sa maison à la lumière du matin, mais elle ne sort presque plus. Sa fille, Dexter, devenue mère à son tour, vient la voir souvent. Elle raconte que sa mère parlait de l'air qui devient plus lourd. Et un jour, elle la surprend en train de ranger méthodiquement ses livres, comme si elle préparait une absence. Une autre amie décrit des gestes plus lents, une voix plus basse, mais toujours cette volonté farouche de ne pas s'apitoyer. C'est au printemps de l'année 2025 que survient un épisode étonnant. Diane Keaton décide de mettre en vente sa maison de Brentwood, un chef-d'œuvre architectural qu'elle avait elle-même conçu, décoré, transformé en œuvre d'art intime. Le lieu était à son image, sobre, lumineux, complexe.
5 chambres, 7 salles de bain, des lignes pures, des matériaux bruts. Une maison pensée pour durer, pour vieillir avec elle. L'annonce fait le tour des médias spécialisés. Certains y voient une volonté de changement, d'autres, une alerte. Mais quelques semaines plus tard, elle retire la vente, sans justification. Comme si l'idée même de se séparer de ce lieu lui avait soudain paru insupportable. Ce geste, interprété après coup comme un signe de préparation, devient un point de bascule. À partir de là, plus aucune apparition publique, plus aucune photo récente, rien. Ses proches racontent que, dans les derniers mois, quelque chose de plus profond s'est installé. Pas un renoncement, mais une forme de paix grave. Diane Keaton parle peu, elle écoute beaucoup, elle relit ses journaux, elle organise ses archives. Elle laisse des post-it dans les livres, des annotations dans les marges, comme si elle traçait un fil à suivre pour ceux qui viendraient après. Un jour, elle dit à sa fille « Je crois que j'ai tout vu. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qu'on ne regarde jamais. » Une phrase étrange, presque mystique. Une autre fois, en pleine conversation, elle s'arrête et dit simplement « Il est temps. » Dexter ne comprend pas tout de suite. Ce n'est qu'après qu'elle mesure la charge de ses mots, car Diane ne disait jamais rien par hasard. La dernière personne à l'avoir vue, en dehors du cercle familial, est une amie de longue date, productrice, qui raconte un déjeuner étrange. C'était un samedi de septembre, dans le patio de la maison. Diane portait un long manteau beige, malgré la chaleur, ses lunettes noires et un chapeau immense. Elle semblait fragile, mais souriante. Elles ont parlé de tout, de cinéma, d'enfance, de silence, mais jamais de maladie. Diane évoquait la beauté des choses simples. Elle disait « Je n'ai jamais su faire les adieux, alors je préfère les vivre avant qu'ils n'arrivent. » Une phrase qui, sur le moment, sonnait comme une pirouette. Aujourd'hui, elle résonne comme un aveu. Lorsque Diane Keaton s'est éteinte, le monde n'a pas immédiatement compris. L'annonce fut brève, presque discrète. Elle est partie paisiblement, à l'âge de 79 ans, dans sa maison de Brentwood. Il n'y eut ni communiqué officiel spectaculaire, ni cérémonie publique. Seulement ce mot, paisiblement. Un adverbe qui, dans son cas, voulait tout dire. Mais pour ses proches, le choc fut immense. Non pas parce qu'ils ignoraient qu'elle avait mal, mais parce qu'ils n'avaient jamais pensé qu'elle partirait ainsi. Sans bruit, sans alarme, sans au revoir. Une disparition aussi précise, aussi pensée que ces silences dans les films. Une disparition à son image. La première à parler fut sa fille, Dexter. Elle confia à un journaliste que sa mère avait tout orchestré. La playlist du matin, les fenêtres entr'ouvertes, l'odeur d'eucalyptus, la lumière douce dans le salon. Tout avait été réglé, comme un dernier plan de cinéma. Dans la chambre, à côté du lit, elle avait laissé un carnet. Non pas un testament classique, mais un recueil de pensées, de souvenirs, de regrets aussi. On y lisait « Je n'ai pas tout compris, mais j'ai tout regardé avec attention ». Une phrase qui résume peut-être toute sa vie, celle d'une femme qui observait le monde avec intensité sans jamais chercher à le dominer. Plus loin, une autre note déchirante. « Si tu lis ça, c'est que je suis déjà lumière. Ne pleure pas. Raconte seulement. » Ce carnet, depuis, n'a jamais été rendu public, mais ceux qui l'ont lu parlent d'un trésor d'intimité. On y découvre une Diane Keaton plus vulnérable qu'on ne l'imaginait. Elle évoque sa peur du vide, sa fascination pour la mort, son obsession pour les choses simples. Elle parle aussi de sa maison, qu'elle considère comme son dernier film sans spectateur. Elle écrit « J'ai bâti cet espace comme une fin. Chaque pierre, chaque plante, chaque rayon est une note. Et maintenant que la mélodie est là, je peux partir. » Ce regard sur l'architecture comme une métaphore de la vie bouleverse ceux qui la connaissaient. Car elle n'a jamais cessé de créer, même dans son retrait. Elle n'a jamais cessé d'écrire, même en silence. Les réactions dans l'industrie furent sobres, mais profondes. Nancy Meyers, sa réalisatrice fétiche, évoqua une femme irremplaçable, lumineuse, insaisissable jusqu'à la fin. Bette Midler, amie de longue date, parla d'une magicienne du vrai, dont le silence valait tous les discours. D'autres se sont tus par respect. Mais sur les réseaux, des milliers de fans ont partagé des extraits de ces films, des citations, des photos. Tous disaient la même chose. Elle m'a permis d'exister autrement.
Car Diane Keaton n'a jamais été une star distante. Elle était pour beaucoup la preuve vivante que la différence pouvait être une force, que l'on pouvait rire de soi, aimer autrement, vieillir sans se trahir. Un détail, cependant, a profondément marqué ceux qui l'ont aimée. Dans le salon, sur la platine vinyle, tournait encore un disque, Wild is the Wind, de Nina Simone. Une chanson grave, sensuelle, suspendue. C'était sa préférée. Elle l'écoutait souvent au crépuscule. Ce matin-là, elle l'avait choisie comme dernier écho. La chanson accompagnait les premiers rayons de soleil filtrés à travers les rideaux fins. La maison baignait dans une lumière dorée. C'est dans cette atmosphère-là qu'elle a fermé les yeux, sans geste spectaculaire, sans dernier souffle dramatique, juste une respiration de moins, une note en moins, et un silence de plus. Quelques jours plus tard, Dexter partagea avec pudeur une photo jamais publiée. Diane, assise sur un banc en pierre dans le jardin, le visage tourné vers un arbre, un livre posé sur ses genoux. Elle ne souriait pas. Elle ne posait pas. Elle regardait simplement, comme toujours. Cette photo, captée par son fils, est peut-être le plus beau résumé de ce qu'elle fut, une présence douce, profonde, volontairement effacée, pas un mythe, pas une statue, une femme, une vraie. Et c'est cette vérité nue, sans artifice, qui bouleverse encore aujourd'hui. Car certains adieux, lorsqu'ils sont si justement orchestrés, laissent plus de traces que les cris. Ils laissent un vide habité, une absence qui parle. Il y a des départs qui crient, et d'autres qui chuchotent. Celui de Diane Keaton appartient à la seconde catégorie. Et c'est peut-être ce qui le rend si bouleversant. À une époque où tout se raconte, où l'on filme même les adieux en direct, elle a choisi le silence. Elle a préféré le retrait à l'hommage, la pudeur à l'exposition. Ce choix, que certains qualifieront de mélancolique, ressemble en réalité à un ultime acte de liberté. Ne pas céder à l'émotion publique, refuser de devenir un événement, faire de sa fin un geste intime, une forme d'art invisible. Ce qui est troublant, c'est que ce silence n'était pas vide. Il était habité. Il disait quelque chose de profondément humain. Diane Keaton n'a pas fui. Elle n'a pas dissimulé. Elle a simplement protégé ce qui lui restait. Un peu de lumière, un peu de dignité, un peu de paix. Elle n'a jamais cherché à briller davantage. Elle a choisi de disparaître comme elle a vécu, avec subtilité, ironie, et une maîtrise rare de l'instant juste. Dans un monde où tout semble devoir être partagé, ce silence fut un acte presque révolutionnaire. Un refus d'entrer dans le grand vacarme final. Car derrière cette disparition volontaire, il y a peut-être une question plus large. Qu'avons-nous fait du droit de se taire, de celui de partir sans se justifier? Diane Keaton nous rappelle que l'on peut laisser une empreinte sans fracas, que la mémoire ne se construit pas dans l'agitation, mais dans la sincérité d'un regard, d'un mot, d'un silence. Elle ne nous a pas offert une fin hollywoodienne, elle nous a tendu un miroir. Et dans ce miroir, il y a nos propres angoisses, notre rapport à l'image, au vieillissement, à la disparition. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce choix de Diane Keaton, si radical dans sa douceur, était une fuite ou un sommet de lucidité? Peut-on encore, aujourd'hui, décider de partir sans laisser de spectacle? Ou faut-il un jour raconter sa fin pour qu'elle existe aux yeux des autres? Son silence final vous dérange-t-il ou vous apaise-t-il? Certains départs laissent un vide. D'autres laissent une trace. Le dernier instant de Diane Keaton appartient à cette seconde catégorie. Il ne nous reste ni discours, ni image officielle, ni adieu enregistré. Et pourtant, son absence est partout. Dans une lumière dorée filtrant à travers une fenêtre, dans un chapeau posé sur une chaise, dans une phrase griffonnée au crayon au bord d'un carnet. Elle est partie comme on éteint une bougie dans une pièce pleine de silence, avec le soin d'une metteuse en scène qui sait que le dernier plan est souvent le plus fort, le plus discret, le plus vrai. Longtemps, on se souviendra d'elle non pas pour un rôle, mais pour une présence. Cette manière unique d'occuper l'espace sans jamais l'imposer.
Ce mélange de distance et de tendresse, de dérision et de profondeur. Elle était là sans envahir, elle brillait sans éblouir. Et même dans son retrait, elle continuait de raconter quelque chose. Une autre manière d'être, une autre manière d'exister. Diane Keaton n'a jamais été une légende figée. Elle a été un mouvement, une respiration, une voix intérieure qui nous disait « Sois qui tu es », même si personne ne comprend tout de suite. Et maintenant qu'elle n'est plus là, nous sommes nombreux à nous surprendre à écouter le silence autrement, à relire certains dialogues, à revoir certains gestes. Ce n'est pas la fin d'un mythe, c'est peut-être au contraire l'ouverture d'une conversation plus intime, plus lente, plus juste. Car en choisissant de s'éteindre sans bruit, elle nous a rappelé que l'essentiel n'est pas toujours là où l'on regarde. Parfois, il est dans ce qu'on devine, dans ce qu'on ressent, dans ce qui reste, quand tout semble fini. Il y a des adieux que l'on oublie vite, et il y a ceux qui continuent de murmurer longtemps après. Celui de Diane Keaton appartient à ces derniers. Un adieu invisible, mais profond. Comme une ombre qui danse encore dans la lumière, comme une voix douce qui dit au revoir sans jamais vraiment partir.